Amis fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, merci d'avoir choisi ce rendez-vous. À travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous allons parler femmes. Précisément la femme, la place de la femme au Burundi, la place de la femme dans le développement de notre pays. Le Burundi se joint en effet au monde entier tous les 8 mars de chaque année pour célébrer la Journée internationale de la femme. C'est une occasion pour les femmes d'évaluer comment elles sont représentées au sein des institutions politiques, comment elles sont considérées dans la société, comment elles apportent la pierre angulaire au développement du pays, mais aussi comment elles contribuent à apporter dans le développement à leur aide. La Constitution de la République du Burundi prévoit un minimum de 30% de la femme dans certaines institutions, notamment dans les deux chambres de l'Assemblée, dans les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, ainsi qu'au gouvernement. Mais il faut aussi que cette représentativité soit assurée dans d'autres institutions ou dans d'autres secteurs de la vie nationale. Et nous allons voir ensemble avec nos invités la place de la femme burundaise dans le développement du pays, dans la vie sociétale, pour voir ensemble quelle est réellement la place de la femme. La situation de l'heure, les obstacles qu'elle rencontre et comment elle peut les surmonter ou comment elle les surmonte et comment elle l'a fait avant, aujourd'hui et peut-être demain. 3 invités sont avec nous. Nous attendions 3 invités. Nous sommes aujourd'hui et maintenant avec 2 invités. Nous attendons l'autre qui devrait venir incessamment. À ma gauche, nous avons une dame, pas n'importe laquelle, elle s'appelle Nancy Ninette Mutoni. Elle est porte-parole du CNDD-FDD, c'est le parti au pouvoir depuis quelques années. Il continue à être au pouvoir. Nancy, bonjour. Bonjour monsieur l'animateur, bonjour chers auditeurs et bonjour aussi à l'autre invité avec qui on va partager le débat. Merci beaucoup et soyez la bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Nous sommes aussi avec le professeur Simeo Barumwete. Vous êtes politologue, vous enseignez à l'université Burundi, probablement dans d'autres universités, parce que les ressources rares sont cherchées là où ils sont, là où elles sont. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour à tous nos auditeurs et à nos collègues qui sont ici. Merci beaucoup d'être venu. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti. La prise d'image est assurée par Jean-Renaud Nyonkeza en compagnie avec Justicia Gracia Tuikeze. Réalisation de Jérôme Nyonzima au micro Sylvain Takarutimana. Encore une fois, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Kalibou, comme on dit en Swahili. Soyez les bienvenus dans notre émission Mosaïque. Madame Nancy, puis-je vous adresser la première question? C'est un honneur. Oui, alors, vous êtes venu dans cette émission, vous représentez le parti CNDD-FDD, vous n'êtes pas n'importe qui dans l'échiquier politique burundais, et j'imagine que vous avez un regard à apporter par rapport à la représentativité de la femme. Commençons par la vie politique. Est-ce que vous êtes satisfait de la représentativité de la femme au sein des institutions politiques? Bon, la représentativité des femmes dans les instances politiques, même dans les instances, je dirais, de la vie civile, de la vie sociale, c'est un processus. C'est un processus et nous sommes satisfaits des étapes qui sont en train d'être réalisées. C'est un processus, nous venons de loin. Là où nous sommes, nous ne pouvons pas dire que nous sommes entièrement satisfaites, mais nous cherchons toujours plus. Mais en tout cas, jusque-là, je peux dire que le pas franchi est satisfaisant et encourageant. C'est un signe d'ouverture, à l'égalité, c'est un signe d'ouverture à l'inclusion de la femme dans la vie politique. Et cela transparaît dans les lois du Burundi, dans la constitution qui est égalitaire, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les différentes lois qui sont en vigueur pour protéger et promouvoir la participation de la femme dans la vie politique et ailleurs. Et tout cela est encourageant.
mais aussi l'éveil de conscience des femmes à inspirer d'autres et à relever d'autres femmes. Et puis, on ne peut pas aussi parler du développement ou de la participation de la femme dans la vie politique, sans parler de l'éducation. Les mesures qui sont prises pour former les femmes sont aussi déterminantes dans ce processus d'augmentation de la participation des femmes, mais aussi les mesures qui touchent la santé de la femme. C'est aussi des mesures qui encouragent, qui donnent, je dirais, un plus ou une valeur ajoutée à la participation des femmes dans la vie politique, sociale, même économique du pays. Est-ce qu'il y a une politique spécifique au sein du CNDD-FDD pour promouvoir cette participation politique de la femme? C'est carrément toute la politique, parce que notre politique, notre idéologie renferme toutes les voies qui permettent à la population entière de participer dans la vie, dans la gestion du pays. Et les femmes sont encouragées à tous les niveaux à s'approprier le leadership. À tous les niveaux, je parle pas seulement dans les niveaux de prise de décision, mais aussi la base, dans l'administration, à la base, dans les projets de développement auxquels nous incitons les femmes à prendre part. Parce que vous savez, au niveau du pourcentage, même dans la production au Burundi, les femmes ont un grand pourcentage. Ça, c'est un secteur politique, c'est un secteur économique sur lequel nous allons revenir. Effectivement, c'est lié, mais nous allons trouver de la place pour cette question. Monsieur le professeur pas Évariste Siméo, est-ce que vous qui êtes analyste, vous avez un regard certainement sur ce qui se passe dans la vie politique de notre pays. Est-ce que vous êtes... qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la représentativité de la femme au sein des institutions politiques? Merci de la question. Je pense que sur la question de la représentativité politique des féminines au Burundi, effectivement, nous venons de loin. Si on essaie de comparer avec les différents régimes politiques que nous avons connus, notamment la Première République, la Deuxième République, c'est là où, pour la Première République, il n'y avait pas de ministre femme. Pour la Deuxième République, c'est là où Bagaza a commencé à nommer 2 femmes, surtout ce qui était à la tête des ministères de la condition féminine, Samoya Korete et d'autres. Et avec Buyoya, il y a eu quand même, on a augmenté là un peu, mais pas vraiment. Mais l'accord d'Arusha quand même a institutionnalisé la participation de la femme en introduisant des quotas que vous avez souligné dans votre mot d'introduction, et des quotas qui donnent un minimum de 30%, que ce soit à l'Assemblée nationale, mais aussi au gouvernement. Mais au Sénat, c'est plus que ça, parce qu'il y a plus ou moins une parité entre hommes et femmes, ce qui est quand même une avancée très remarquable. Mais disons que par rapport, parce qu'il faut voir aussi la structure de la population. Au Burundi, les femmes représentent plus ou moins plus de 51% de la population, parfois même 52%. Alors, si on leur donne 30%, oui, elles peuvent être satisfaites, mais on voit que c'est quand même, il y a encore un chemin à parcourir. Peut-être qu'on devrait aller vers la parité homme-femme, mais on voit que vraiment nous sommes encore très loin. Et au niveau de l'administration communale, c'est pas clair, je ne sais pas combien d'administrateurs maintenant, mais quand on regarde par exemple au niveau de l'administration provinciale, c'est là où peut-être il y a beaucoup de choses à faire. J'ai vu que sur 18 gouverneurs de province, il n'y a que 3 gouverneurs femmes, ce qui est un pourcentage de 16,6%, ce qui est quand même... ça n'atteint même pas 30%. Mais aussi, quand on regarde les chefs de cabinet, c'est 2 chefs de cabinet des gouverneurs des provinces sur 18. Là. Et au niveau des conseillers, mais si on prend de manière générale tous les conseillers des gouverneurs, ils sont 27 sur 90, ce qui fait que c'est vraiment 30% qui sont respectés. Mais avoir les postes clés, chefs de cabinet, les gouverneurs, il y a quand même quelque chose qu'il faut améliorer. Est-ce que la question, c'est le nombre de femmes qui représentent les autres, ou c'est ce qu'elles font pour changer la condition de la femme? Vous savez, la question de représentativité, c'est une question très importante. Il faut voir comment est-ce qu'elles sont, à quel poste
elles sont. Parce que quand on parle des institutions de prise de décision, plus on a des femmes qui décident, ça veut dire qu'elles peuvent prendre des décisions qui peuvent aller dans le sens d'améliorer les conditions de vie de la femme, parce qu'elles sont sensibles aux questions, aux problèmes, aux besoins des femmes. Alors si elles ont des places stratégiques de prise de décision, c'est là où on leur donne les moyens de changer la vie des femmes par les femmes. Mais quand elles ont des postes où elles accompagnent uniquement les hommes, ça veut dire que oui, elles accompagnent, mais elles ne sont pas des décideurs. C'est pourquoi si on regarde au niveau de la superstructure, par exemple, vous voyez la présidence, c'est un homme. La primature, c'est un homme. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme. Le président du Sénat, c'est un homme. Donc, on voit qu'au niveau des hautes sphères politiques, la femme, elles occupent parfois des vice-présidents au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale. Oui, un vice, oui, c'est un poste très important, mais c'est pas lui vraiment le manager, c'est pas lui le décideur, c'est une suppléante, un remplaçant quand le chef n'est pas là. Donc, ce qui fait que, oui, on peut être satisfait des quotas, du niveau de représentativité, si on compare avec les périodes antérieures, mais on voit quand même qu'il y a encore un chemin à parcourir pour qu'on puisse dire, voilà, la femme aujourd'hui occupe des positions stratégiques, elle peut prendre des décisions, où on peut compter sur elle dans les grands moments de la vie politique. Madame Nancy, est-ce que les femmes qui représentent les autres maintenant dans les institutions politiques, parce qu'on est encore là, est-ce qu'elles les représentent effectivement? Est-ce que vous avez des illustrations, des preuves, des exemples que les femmes vraiment qui sont dans les institutions aujourd'hui, même si elles n'occupent pas la superstructure comme le professeur Siméon vient de le dire, est-ce qu'elles représentent effectivement la femme, valablement la femme et surtout la femme rurale? Bon, merci. Effectivement, j'allais aussi réagir par rapport aux commentaires du professeur Siméon Balungete. Quand il dit que les femmes sont au second plan, c'est ce que j'ai compris. Mais nous devons quand même nous mettre d'accord sur ce fait qu'en démocratie, c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas seulement le président. Vous dites que le peuple a décidé de ne pas se faire représenter par les femmes? Non, je dis dans les décisions. Ouais. Dans les décisions qui sont prises, ce n'est pas seulement l'homme qui est là, qui va décider seul, sans consulter le peuple qui l'a mis là. Donc, il y a tout un processus, et je sais qu'il sait plus que moi. Et quand vous me demandez si les femmes qui sont dans les postes de prise de décision représentent valablement les femmes, je dirais qu'elles représentent valablement tout le monde. Pas seulement les femmes, mais tout le monde. Même les hommes compris. Mais là, ça c'est un langage politique. Mais comment tout le monde, en fait? Parce que l'effectivité... si on prend, par exemple, un élu à l'Assemblée nationale, elle ne pourra pas aller dire qu'elle représente seulement les femmes. Elle représente aussi les hommes et les femmes qui l'ont élu. Mais les femmes, c'est cette sensibilité dont il a parlé, qui va dire, bon, OK, il y a cela, la femme a besoin de ça. Elle pourra comprendre mieux que quiconque les besoins des femmes et surtout les besoins des femmes rurales, même les besoins des femmes urbaines, parce que les femmes urbaines aussi ont des besoins. Permettez-moi d'individualiser. Oui. Vous êtes une femme. Et vous êtes dans une place privilégiée au sein d'un parti politique qui s'appelle au sein de l'FDD, un parti au pouvoir, qui est aussi privilégié. Dites-nous comment vous représentez les femmes. Bon, d'abord, c'est par l'élaboration des lois égalitaires, non discriminatoires. Et puis aussi, c'est par l'apport que nous avons à donner aux femmes dans la sensibilisation de ce que le leadership féminin. Le leadership féminin que nous comprenons comme l'épanouissement positif en gardant toujours notre authenticité en tant que femme burundaise, toujours en privilégiant nos mœurs, et comment faire face aux traditions qui sont parfois sexistes, mais qui sont en train, heureusement, d'être changées par cette introduction des lois égalitaires. Parce qu'il y a des pratiques patriarcales qui excluaient la femme
dans l'éducation, dans les sphères de prise de décision, qui attribuait des rôles aux femmes et qui, je dirais, participait à la promotion des stéréotypes envers les femmes. Donc, notre rôle en tant que leader dans la politique, nous nous efforçons à faire comprendre aux femmes leur rôle et leur appel et leur droit à la participation. En tant d'abord que membres du parti, ils savent que leur rôle, ce n'est pas d'attendre qu'elles soient cooptées dans des sphères de prise de décision, mais qu'elles doivent participer activement par des actions concrètes qui prouvent réellement leur attachement à l'idéologie du peuple, mais aussi à être réellement valorisées par rapport à ce qu'elles apportent à la société. Et donc, en tant qu'électrice et en tant que candidate, nous les formons tout au long du processus, pas seulement pendant la période des élections. Elles savent. Et en tout cas, nous sommes satisfaites que les femmes ont compris que leur rôle, ce n'est pas seulement d'attendre les quotas, ce qu'on appelle la discrimination positive. C'est aussi de faire un combat légitime. C'est aussi de faire un combat positif et de montrer leur résilience, parce que les femmes burundaises peuvent et ils sont capables, parce que même dans le passé, il y a eu des rôles de femmes, des modèles de femmes que nous pouvons nous inspirer dans la politique et même dans des moments où le leadership était mal perçu. Ouais. Professeur Siméo, dans l'entendement des Burundais, même des observateurs de la situation socio-économique du Burundi, il y en a qui disent que les femmes sont d'une grande utilité au sein de l'économie nationale. Est-ce que c'est votre avis? Oui, au niveau économique quand même, si on regarde par exemple au niveau des secteurs d'activité, par exemple dans le secteur primaire, au niveau de l'agriculture, les femmes, il y a eu des études qui ont été faites que les femmes représentent presque 92% des, comme vraiment qui occupent ce secteur agricole, alors qu'il y a 7% des hommes. Ça veut dire que vraiment, alors que l'économie burundaise, c'est une économie qui est beaucoup plus agricole, ce sont vraiment les femmes qui tiennent vraiment ce secteur-là agricole, ce qui est très important pour l'économie burundaise. Mais aussi, là où elles ne sont pas, même au niveau, par exemple, de la fonction publique, on parle plus de 40% des fonctionnaires sont des femmes. Alors, des fois, c'est dans l'enseignement, dans la santé, vous allez voir des infirmiers, des enseignants. Ce sont des secteurs vraiment clés, les secteurs sociaux. Mais dans les secteurs économiques, c'est là où, surtout dans le commerce, il y a beaucoup de femmes commerçantes qui participent dans la collecte, qui payent des impôts, des taxes, etc. Donc, c'est vraiment un pilier. La femme, c'est un pilier de l'économie. Même si on voit que, surtout pour c'est de manière générale, mais ça, quand on entre dans les détails, vous allez voir par exemple pour les petites commerçantes là, pour lesquelles vraiment, c'est là où j'ai beaucoup de données, pour les petites commerçantes. Parfois ils ont un petit capital. On voit qu'il y a beaucoup d'obstacles, dans ce secteur-là. Vous parlez de ces femmes-là qui sont dans l'économie informelle. Qui sont dans l'économie informelle, qui parfois dans le commerce transfrontalier, parfois qui ont un petit capital, parfois même parce que vous allez voir des femmes qui, maintenant on ne les voit plus sur le marché, dans la rue, mais les femmes des commerçants ambulantes, là, avec des fruits, avec dans les quartiers, vous allez voir de petites tables au coin de rue, avec les tomates. C'est vraiment les femmes qui font ça, le petit commerce, Parfois, les hommes, on ne les voit pas. Les hommes, on les voit dans les marchés, mais on voit que vraiment les activités informelles sont beaucoup plus entre les mains des femmes. Et ça veut dire que c'est pour leur donner des moyens, peut-être, parce que c'est au foyer, et son foyer, c'est eux qui doivent,
parfois chercher à manger pour les enfants, pour les nourrir, pour les éduquer, donc pour les faire soigner. Donc ce qui fait que c'est vraiment la femme au Burundi, c'est une femme qui a un rôle économique très important, même si quand même il subsiste encore des obstacles parce qu'elle n'a pas encore beaucoup plus de... si on regarde au niveau du taux de scolarisation, c'est beaucoup plus... Excusez-moi, on va arriver au chapitre des obstacles un peu plus tard. Et je voudrais revenir sur la même question vers Madame Nancy. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type d'une femme rurale pour montrer son rôle vraiment dans l'économie du pays? Bon, la femme rurale... elle se lève le matin. Elle se lève le matin. Oui. Enfin, oui. Elle se lève très tôt, d'abord. Elle se lève très tôt le matin. Elle prépare le repas. Pour messieurs et les enfants. Ça dépend aussi des revenus des familles. Hein. Oui, il y en a qui préparent le repas du matin pour les enfants qui vont à l'école. Ils préparent les enfants qui vont à l'école pour ceux qui ont des enfants qui sont toujours dans l'âge de la scolarisation. Ils préparent les enfants l'hygiène, ils lavent les enfants, c'est-à-dire elle doit chercher le savon pour laver l'enfant, elle doit mettre un peu d'huile pour que le petit ressemble à quelque chose quand il va sortir. Elle s'occupe... Après tout ça, elle s'occupe des champs, elle s'occupe de l'alimentation, de tout ça. Et puis aussi, elle doit aussi participer dans des activités, peut-être de la communauté. Si tel est malade, elle doit aller visiter. Si il y a une association qui est là, elle doit participer dans les réunions. C'est beaucoup de choses qui sont sous le dos de la femme. Et on a constaté aussi que ce sont les femmes qui sont majoritaires dans les champs. Hein, c'est elles où sont les hommes qui s'activent dans la production vivrière, dans les productions maraîchères. Ils sont aidés par leur mari de toute façon. Pas tous les jours. En tout cas, on peut même faire un petit exercice facile, rapide. Sur le bord des routes, quand on se déplace vers l'intérieur du pays, quand vous faites du terrain, vous pouvez aussi le constater. Sur le bord des routes, ce n'est pas tellement les femmes qui sont là, mais ce sont des hommes qui sont là assis. On se demande, mais si ils sont assis là... Ils discutent peut-être des projets pour amener à la maison. Oui, mais pendant ce temps qu'ils discutent, il y a des gens qui produisent, qui ont la force, comme les gens disent et tout. Ils sont là, ils sont assis. C'est pour cela d'ailleurs que je remercie le gouvernement qui s'active à démanteler ces rassemblements oiseux, je dirais, qui sont... surtout dans les centres urbains, même à l'intérieur du pays, on voit que les hommes ne sont pas vraiment actifs dans l'agriculture, alors que nous savons que c'est le pilier de l'économie nationale. Mais aussi, si on regarde l'exode rural, le résultat de l'exode rural ici, dans les villes, ceux qui proviennent des campagnes, c'est pour la plupart des hommes, des jeunes hommes, qui devaient être dans les champs en train d'aider ces femmes à accroître la production. Donc les femmes se battent presque seules à l'intérieur du pays, à jouer tous les rôles presque, de piliers de la famille. Oui. Si on devrait parler par exemple d'échelle de contribution, la femme contribue à quelle échelle sur le plan national? Les études ont montré que c'est à plus de 92 ou même, je dirais que... 92 c'est-à-dire que les hommes ne font rien, pratiquement rien. Ils font quelque chose, ils font tout. Mais quand on parle de l'agriculture, quand on parle du rural, là on est toujours dans le rural. Le rural, c'est exclusivement, en tout cas à 80% agriculture. Si on parle du rural, en tout cas ces pourcentages pourraient se défendre. Si on voit les résultats ou même la production qui est là, ou même la participation dans les coopératives. C'est plus visible là, dans les coopératives, on peut voir combien de pourcentage il y a de femmes, combien il y a de pourcentage d'hommes, et qui sont actifs dans la production active. Pas dans la gestion, parce que dans la gestion, il y a des hommes, bien sûr, mais... Qui s'imposent pour gérer ceux qui n'ont pas produit. Mais quand même, dans la production, le rôle de la femme doit être félicité, doit être encouragé. Il joue un rôle très, 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 très primordial. Ouais. Bon, lorsque on lit des écritons sur des pancartes, là où il faut promouvoir la femme, on trouve des fois, nous les femmes, nous pouvons. Qu'est-ce que les femmes peuvent aujourd'hui qu'elles n'ont pas pu faire dans le passé
et qu'elle compte peut-être faire dans le futur. Qu'est-ce qu'elle peut aujourd'hui? Bon, peut-être que tu peux aussi me compléter. Qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas? Qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas? Ça risque d'être un ping-pong. Oui, mais excusez-moi. Les femmes peuvent, c'est-à-dire qu'elles sont... tous les stéréotypes qui étaient jadis mis en avant, les femmes n'ont pas le niveau d'éducation requis, les femmes n'ont pas la force, les femmes n'ont pas les qualités intellectuelles requises. Actuellement, on ne peut plus brandir ces blocages parce que quand même, les femmes ont pu être scolarisées et ont pu suivre des formations même académiques poussées qui les rendent capables d'affronter la compétitivité dans le milieu du travail. Donc, quand on dit les femmes peuvent, c'est pas pour dire qu'avant elles ne pouvaient pas. Mais maintenant, on peut même le prouver par rapport à ces standards qui sont érigés par certaines sociétés, je dirais, masculines. Mais actuellement, elles ont les capacités, mais aussi elles ont l'appui. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ont émergé et qui, en anglais, c'est plus facile, empowerment, qui inspirent ou qui relèvent les autres, parce qu'il y a des exemples. Parce que nous évoluons par rapport à des exemples. On dit, si telle personne a réussi, je peux aussi réussir. Si telle personne a pu, elle peut aussi faire la même chose. Donc, il y a des exemples, des modèles qui se sont formés au fur des années, qui rendent la femme sûre et fière d'elle-même et qui peut la conforter dans sa position, dans tout ce qu'elle peut entreprendre. Nous voyons des femmes dans l'armée, nous voyons des femmes dans la police, nous voyons des femmes ingénieurs, sans parler de ces quotas politiques. Parce que ces quotas, c'est très bien, ça encourage, ça nous permet de voir le niveau sur lequel on est, mais il y a tellement de contributions féminines qui ne sont pas dans les quotas qui sont souvent dit. Mais peut-être que la presse et tout, vous pouvez aussi aider à inventorier. Donc, dans le secteur informel, dans d'autres secteurs de production, le rôle des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui sont là et qui produisent. Et ça évolue d'année en année et c'est encourageant. Oui. Professeur Siméon, c'est pratiquement la même question. Si on devrait estimer à quelle échelle la femme burundaise contribue à l'économie nationale, à la vie économique de notre pays? Déjà, je vous ai dit que il y a d'après le rapport de l'année 2016, on disait que plus de 92% des femmes, 92% des femmes exerçaient leur activité principale dans le secteur de l'agriculture. Ça veut dire que vraiment, et j'ai déjà dit que le secteur agricole, l'économie burundaise, c'est une économie qui est vraiment basée sur l'agriculture. À part l'agriculture, prenons par exemple le secteur qui n'est pas nécessairement développé dans notre pays, le secteur de l'industrie, l'entrepreneuriat. Alors là, peut-être il faudrait aller voir peut-être quelles sont les femmes industrielles au Burundi. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des industries d'abord au Burundi? Est-ce qu'il y a des industries au Burundi? Qu'est-ce qui sont dans l'industrie minière? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont à la tête des industries? Ça, je ne sais pas. Donc, il y a des secteurs qui sont parfois aujourd'hui qui sont monopolisés presque par les hommes. Et c'est pourquoi quand il y a une femme qui essaie de se détacher du lot, du groupe, là on dit voilà, elles peuvent, parce que tout simplement il y a encore des clichés. La société burundaise n'a pas encore évolué. Elle pense que la femme c'est vraiment quelqu'un qui doit... Encore, même s'il y a des modèles, il y a des porte-parole du président, maintenant c'est une femme, il y a des modèles, mais de manière générale, la société burundaise pense que encore la femme, il y a peut-être des secteurs pour lesquels elle ne serait pas vraiment... Par exemple, si on prend le secteur de l'éducation, à la faculté, vous êtes combien les hommes et elles sont combien les femmes? Alors, par exemple, il y a des facultés, par exemple, dans notre département, le département d'histoire et de sciences politiques, aucune femme. Sur 20 personnes, sur 20 enseignants, aucune enseignante. Vous n'attendez même pas une femme département de géographie, aucune femme. Et donc, ce qui fait que dans la faculté des lettres, peut-être, on a une dizaine de femmes sur...
peut-être 80 enseignants. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un pourcentage qui reste encore à désirer. Dans la faculté des sciences, c'est peut-être la même chose. Mais et même pour les étudiantes, vous allez voir que, par exemple, il y a des facultés qui sont vraiment désertées par les femmes, où les filles ne sont pas là. On va les voir dans les facultés des lettres, surtout langue anglaise, c'est là où on va commencer à avoir des femmes. Économie, c'est là où on va commencer à avoir des femmes. Mais chimie, physique, mathématiques, là, vous n'allez pas avoir beaucoup de femmes. Ce qui fait que... et d'ailleurs, même à l'école primaire, elle commence presque ces parités, les filles et les garçons. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que le taux de décrochage scolaire, parfois les abandons scolaires, c'est beaucoup plus pour les filles avec les grossesses non désirées. J'aimerais faire réagir Madame Nancy par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Et il nous parle de la situation à l'Université du Burundi. Bon, c'est un secteur de l'éducation et de haut niveau à l'université, et c'est quand même un secteur où la femme devrait être représentée. Pourquoi la femme n'a pas pu arriver à son niveau d'être professeur, d'être enseignant et terminer ses études comme son frère? Bon, on ne peut pas se résigner. Hein. Donc, je parlais tout à l'heure que c'est un processus. On ne peut pas se résigner. Et quand on parle de l'université, c'est à peine que nous avons aussi des lauréates femmes ces dernières années. Avant, il n'y en avait pas de femmes qui terminaient les universités. Il n'y avait pas cette politique inclusive qui incite tout le monde à participer. Donc, si on parle de l'université, c'est quand même un peu loin. Je dirais que... on ne peut pas se résigner, on ne peut pas se décourager à ce stade. C'est un processus. Peut-être que d'ici 2-3 ans, si on continue tous ensemble, comme on le fait aujourd'hui, à sensibiliser toutes les femmes à prendre leur rôle actif, peut-être que d'ici 2-3 ans, il y aura des femmes, parce que nous voyons que parmi les lauréats des universités, il y a des femmes qui sortent. Peut-être qu'on peut les encourager à aller plus loin et à voir plus loin que le travail, parce que c'est aussi une question de vision. Et les femmes ne doivent pas voir seulement que terminer les études pour aller travailler. Non, ils peuvent aussi voir qu'elles peuvent transmettre les connaissances. C'est un processus. On va y arriver. Je suis optimiste. Yeah. Et puis, nous avons aussi des défis. Hein. Ces défis-là qui poussent les femmes à ne pas peut-être arriver à ces taux que nous voulons à un niveau supérieur. Il y a des défis qui touchent surtout les jeunes filles. Les jeunes filles dans les milieux scolaires. Nous devons faire un front commun pour combattre ces violences contre les filles dans les écoles, les grossesses non désirées. Vous parlez des violences physiques ou des violences symboliques? Sexuelles. Il y a des violences sexuelles, il y a des violences physiques aussi et des violences même morales. Mais les violences morales, maintenant, ça va. Hein. Il y a des gens qui sont là. Nous faisons tout le possible pour que les enfants aient l'accompagnement nécessaire. Mais nous devons faire un front commun pour maintenir tous les enfants à l'école. Les abandons scolaires dus aux grossesses non désirées sont alarmants. Est-ce que les abandons scolaires ne sont pas liés à des problèmes structurels, notamment la pauvreté ? Parce que dans les familles rurales essentiellement, comme vous avez évoqué que la femme, c'est elle qui occupe la grande place au niveau de l'économie rurale. Est-ce que les filles ne sont pas victimes de cette situation? Actuellement, il y a une avancée. Avant, les filles étaient bloquées pour aider dans les travaux champêtres, dans les travaux de production, dans les travaux ménagers. Mais actuellement, les enfants sont à l'école. Et c'est la responsabilité des administratifs. Et c'est là aussi le rôle des partis politiques, de la société civile, même des médias, de sensibiliser les enfants, de rester à l'école, de continuer cet élan de scolarisation. C'est pour cela que vous voyez des mesures pour maintenir les enfants à l'école, notamment l'introduction des cantines scolaires pour alléger le poids aux familles qui sont dans la pauvreté, qui ne peuvent pas nourrir convenablement les enfants. Il y a ce programme-là des cantines scolaires qui aide aussi les enfants à rester à l'école. Mais nous devons faire ce front commun pour lutter contre ces abandons scolaires dus aux grossesses non désirées en milieu scolaire et surtout qui sont dus à des enseignants
des enseignants qui devaient en principe être des éducateurs à la place des parents. Nous avons vu ça. Nous parcourons toutes les provinces pour nous rendre compte des situations réelles au terrain. Et c'est un problème social auquel nous devons faire un front commun, tous ensemble, pour que ces enfants puissent avoir les mêmes droits que les jeunes garçons. Professeur Siméon, Madame Nancy a évoqué des obstacles, mais n'a pas fait un inventaire plus ou moins détaillé. Est-ce que vous pouvez aller sur ce point et nous faire un inventaire des défis que rencontrent les femmes qui l'empêchent vraiment de s'émanciper au niveau de la vie sociétale? Disons qu'au niveau ça dépend. Au niveau politique, le premier obstacle, c'est peut-être c'est une sous-représentativité quand même. 40%, c'est encore peu. C'est encore peu et puis, elles occupent des postes qui n'est vraiment où... c'est vrai que nous avons des ministres de la Justice, des ministres de la fonction publique, etc. Mais j'aimerais que quand même les femmes aussi puissent occuper des postes très importants comme la primature, comme même la présidence, comme même le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Avant même que vous continuez donc, il y a une sous-représentativité. Ça, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a une plus-value à ce qu'elles occupent des postes importants? Vous savez, si vous voulez, tous ceux qui occupent des postes, ils exercent ces postes pour l'intérêt général. Ouais. Mais ils ne font pas qu'il y ait un monopole du pouvoir par les hommes. Ça serait une sorte de domination masculine parce que les femmes aussi ont des capacités, comme Madame Nancy vient de le dire. Elles ont fait des études. Donc, ils ne font pas que ces positions politiques soient occupées par un seul groupe, notamment les hommes. Il faut aussi qu'on voit que la société burundaise, les femmes peuvent occuper des postes de responsabilité de la base jusqu'au sommet. Alors, il faut que, réellement, dans ces postes, dans ces instances de prise de décision qui sont dans la superstructure, on puisse voir une représentativité féminine. Si il n'y a pas une représentativité féminine dans ces postes-là de haute responsabilité, c'est une lacune. C'est un manque au niveau de la parité homme-femme ou au niveau de la... Il y a peut-être une faible reconnaissance, surtout pour les hauts postes. Peut-être qu'il y a encore des barrières pour penser que peut-être la femme ne peut pas être présidente, la femme ne peut pas être premier ministre, alors que dans le passé, nous avons eu une femme premier ministre. Et dans le premier, parmi les défis, vous avez parlé de la sous-représentativité. Oui. Ça, c'est au niveau politique. Oui. Au niveau économique, c'est là où il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Même au niveau sociétal, quand même, le taux d'instruction, surtout quand on quitte le primaire, surtout dans le palier supérieur, enseignement supérieur, reste encore très bas par rapport aux hommes. Ce qui fait que vous allez voir que peut-être quand il s'agira de donner des postes de responsabilité, on peut manquer de ressources, etc. Et puis, au niveau économique, oui, elles sont actives, sont des commerçantes, mais parfois, les obstacles, c'est lié parfois à la mobilisation des ressources. C'est lié, par exemple, au taux, au capital, qui est des capitals très, très bas, mais aussi aux taux d'intérêt, parfois qui sont des taux d'intérêt très limitatifs. Les banques pratiquent parfois des taux d'intérêt très élevés, 14, 16%, 18%, etc. C'est encore vraiment très élevé. Et il y a aussi un autre problème, c'est vraiment l'accès, par exemple, à la propriété foncière. Nous avons dit qu'elles occupent ce secteur-là, 92% travaillent dans le secteur agricole, mais la propriété foncière, vraiment, c'est une grande question. Par exemple, s'il s'agira de demander un crédit, le taux d'accès au crédit, parfois les hypothèques, comme et non pas de la propriété, il y a une question qui a été suspendue, la loi sur les successions, qui n'est pas... on dirait qu'il y a peut-être un tabou sur ça aujourd'hui, mais je pense vraiment qu'il faudrait encore, mettre ça sur la table et voir comment permettre au Burundi, donner la chance à la femme d'être propriétaire de sa terre, de sa maison, de la maison familiale, etc. Peut-être de l'hypothéquer pour pouvoir... Jusqu'à présent, donc, la femme n'est pas très épanouie pour pouvoir, déployer tous ses talents, de commerçants ou d'investisseurs, etc. Parce qu'il y a toujours des limites au niveau de la loi. Et il se peut que l'homme aussi essaie de freiner, parce que lorsque la femme prend un peu d'autonomie par rapport à l'économie, elle se révolte, elle se rebelle contre son mari.
Il se peut qu'il y a une vision pareille. Ça, je ne sais pas encore, mais je sais que quand la femme a beaucoup de moyens, si elle peut avoir accès aux ressources, c'est généralement pour la famille. C'est vraiment l'argent de la femme est vraiment sert la famille, sert les enfants. C'est pas comme parfois les hommes, etc., qui parfois quand nous sommes, quand ils gagnent un peu d'argent, des fois ça passe par le cabaret, etc. Mais en général, les femmes, quand ils ont un revenu, c'est pour la famille. Oui. Ce qui fait que l'argent qui va chez la femme, c'est vraiment de l'argent qui sera bien utilisé. On reste toujours dans les généralités. Mais au moins, si la femme pouvait avoir accès à beaucoup de revenus, ça serait vraiment pour l'intérêt de la famille. Et ça serait quelque chose à encourager. Et il y a aussi donc ce problème-là d'accès aux responsabilités, donc à la fois politiques, mais aussi financières. Et on voit que, par exemple, qu'elles sont les femmes qui sont à la tête des microfinances, qui sont à la tête des banques. Vous allez voir que quand même, dans ce domaine-là, il n'y en a pas assez. Donc, la femme, oui, c'est un acteur de développement, c'est un pilier, mais elle n'occupe pas encore, il y a encore des obstacles pour son épanouissement total. Oui. Madame Nancy, le professeur Siméon a évoqué, et c'est quelque chose de récent d'ailleurs, la loi sur la succession, ça s'est bloqué politiquement. Vous êtes en politique et vous avez une responsabilité devant les femmes. Bon, disons, chaque chose a son temps. Peut-être que cette loi, ça viendra même dans 10 ans, ça, il n'y a pas de problème. Non, on ne peut pas dire ça viendra dans 10 ans. Nous avons des représentants du peuple qui sont chargés d'élaborer des lois, qui sont favorables à notre épanouissement positif, comme je le disais. Et donc, j'ai confiance en elles. Je ne peux pas prendre leur place actuellement pour leur imposer un calendrier. Le moment venu, mais vous pouvez influencer quand même. Bien entendu. De par votre position. Bien sûr. Mais nous avons confiance en elles parce qu'elles savent le mandat national qu'elles ont et le mandat spécifique à l'égard des femmes qu'elles ont. Donc, je sais très bien que cette question est en train d'être suivie et sûrement qu'une solution va être trouvée. Mais aussi, il y a une promesse d'une banque de femmes. Je pense que ce sera aussi une bonne chose. Et je pense que cette année ou l'année prochaine, cette banque sera fonctionnelle. Ça aidera les femmes à accéder à des financements de leurs projets et à l'inclusion financière. Donc, vous parliez tout à l'heure des défis. Les défis, ce n'est pas tellement spécifique seulement aux femmes. Le seul défi que je peux dire, c'est les défis liés à la pauvreté. S'il y a la pauvreté dans le pays, les femmes sont plus touchées que les hommes, mais c'est à nous tous de combattre et participer à relever le pays économiquement afin de partager les dividendes du progrès économique. Mais sinon, quand il y a la pauvreté, on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes spécifiques seulement aux femmes ou pas. La pauvreté nous met au même pied d'égalité devant certains problèmes de la vie sociale. Bon, Madame Nancy, j'ai une question très spécifique à vous. Vous qui êtes en politique, vous êtes une femme, et il me semble que c'est dans la perception de la vie courante qu'une femme en politique, c'est perçu négativement. Quel est votre avis? Bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission. Il y a des stéréotypes qui sont là pour bloquer les femmes. Mais grâce au modèle, grâce à la détermination et grâce à l'appui, pas seulement des femmes, mais aussi des hommes, nous pouvons surmonter ces stéréotypes en prouvant notre capacité à accomplir même plus que les hommes ont accompli. Et cela, ces stéréotypes ne sont pas seulement en politique. Je me rappelle quand j'étais encore journaliste, il y a des personnes qui le voyaient mal, ils disent « Ah, c'est quoi cette femme qui se lève devant les gens, qui prend un micro, qui pose des questions devant les gens ?» Qui ose demander des questions comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des stéréotypes, mais avec le temps, les gens s'habituent à le voir et à comprendre que c'est normal. Et nous devons donc tous contribuer à normaliser ces rôles que la société tente à nous imposer. Si ce n'est pas indiscret, est-ce que vous pouvez nous donner, j'allais dire, un témoignage de comment vous avez vécu une situation où, en tant que femme politique, vous êtes perçue négativement? Bon, j'ai beaucoup d'exemples en tête.
parce que c'est arrivé tellement souvent que déjà, doublement, si je dois faire un témoignage personnel, j'ai eu des défis doublement. Parce que d'abord, j'étais jeune, d'ailleurs triplement, en tant que jeune, en tant que femme et en tant qu'enfant de la ville. Donc, c'était pas facile de se faire accepter dans une société où il y avait des hommes qui avaient de l'expérience, qui étaient là depuis longtemps, qui savaient les rouages de la politique politicienne, comme on dit, et osaient prendre la parole. D'abord, il y a des regards. Il y a des regards, je dis, bon, ok, c'est intimidant, mais quand même, je suis sûre de moi. Il faut du courage. Il faut du courage. Je me rappelle, on était dans une réunion, tout le monde me regardait. J'étais venue un peu en avance. Tout le monde me regardait, il a dit, c'est la fille de qui? Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que je sois là en tant que moi. Donc, en tant que représentant d'une institution. Et puis, ils ont dit, c'est l'enfant de qui? J'ai pris ça comme un choc, mais quand même, je me suis présentée, ils ont entendu mon poste et ils ont dit, c'est donc toi. On avait déjà entendu le nom et c'est très bien, mais quand même, le choc était déjà là. Ouais. Alors, vous comprenez que les rapports que nous devions avoir dans cette réunion, j'étais partie comme battue. Mais au fur et à mesure des interventions, des contributions diverses, ils ont appris à m'évaluer et à me donner ma vraie valeur. Félicitations. Comment est-ce que vous avez fait pour vous imposer en tant que femme, en tant que femme en politique et occuper une place que vous occupez aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez fait pour vous imposer? Ça peut servir d'exemple. On ne s'impose pas. On ne s'impose pas en politique. Mais ce n'est pas par hasard que ça vient quand même. On travaille. On travaille et puis quand on est déterminé et on prend le courage et on prend des positions, on les défend, ça aide. Ça aide, mais sinon, je ne peux pas appeler ça s'imposer. C'est le peuple qui choisit. Non, ou bien c'est une question de... Vous êtes humble tellement que vous dites que ce n'est pas une façon de vous imposer. Mais vous vous êtes imposé quand même. Il y en a qui cherchent cette place qui ne l'ont pas. Non, disons, l'humilité, c'est aussi une qualité dans le leadership féminin. Parce que si vous devez percer dans un monde, comme je le décrivais tout à l'heure, où il y a des anciens, comme on les appelle, il faut savoir gérer, il faut savoir leur parler, il faut savoir prouver de ton efficacité, il faut défendre tes capacités, il faut même faire plus que les autres pour te faire accepter dans un milieu qui nous perçoivent comme des personnes incapables ou même légèrement inférieures. Mais comme notre pays quand même a des lois égalitaires, ça nous aide aussi. Et puis aux postes égaux, salaires égaux, c'est aussi bon. Ça va aussi nous aider dans notre combat. Quel est le conseil que vous portez dans votre cœur? Et profitez de ce micro pour peut-être conseiller vos consoeurs qui se trouvent ici en ville, qui se trouvent dans des zones rurales, pour qu'elles puissent en prendre comme le... Oui, bon, en tant que femme en politique, le conseil que je peux donner, c'est d'abord aux femmes, c'est d'abord de ne pas considérer la politique comme un monstre. C'est une voie, certes difficile, mais sûre, pour nous faire entendre en tant que femmes et faire entendre nos besoins prioritaires, notre compréhension des choses qui, des fois, est différente des hommes. Il faut oser et puis accepter les premiers coups. Au premier jour, il y a des coups. On va nous taxer de beaucoup de mots qu'on ne peut même pas citer ici à la radio, mais il faut accepter avec détermination parce que nous savons où nous voulons arriver, où nous voulons conduire ce pays, ce que nous voulons apporter dans cette nation, dans l'édification de cette nation prospère. En tant que filles du pays, nous devons donc garder courage et faire face à tous ces combats quotidiens, à tous ces obstacles et défis qui nous sont... mais toujours en gardant en tête qu'une femme, elle peut s'engager en politique et rester aussi une femme qui aide son foyer à évoluer tout en maintenant notre authenticité comme femme burundaise. Okay. Merci. Professeur Siméon, vous avez évoqué tantôt les défis auxquels font face les femmes aujourd'hui.
quels sont, pour ne pas rester au niveau des défis, comment est-ce qu'on peut surmonter ou comment est-ce que les femmes peuvent surmonter ces défis? Est-ce que vous avez une recette à leur proposer? Non, je n'ai pas vraiment de recette à proposer, mais je me dis que les femmes, parce que déjà on part d'un présupposé que les femmes ne sont pas à la hauteur, surtout dans le domaine politique ou dans le domaine économique des fois, mais il faut prouver. Il faut qu'elle prouve, il faut défendre les postes. Je suis vraiment très satisfait de la réponse qu'apporte Mme Mutoni. Elle est habituée à donner parce des réponses. Il faut défendre le poste que l'on a, être meilleur là où on est. Et c'est là où, effectivement, ces gens-là qui ont une mauvaise image de la femme qu'elle ne peut pas, que peut-être elle est incapable, prouver que finalement, là où on est, on peut faire mieux même que les hommes. Et c'est là où peut-être on fera confiance en elles pour leur donner parfois ces postes aujourd'hui qui elles sont presque inaccessibles, alors que normalement, ce sont des postes qui sont ouverts. Donc, c'est vraiment de prouver, de montrer que là où elles sont meilleures, elles sont très performantes, elles sont très efficaces, plus que même les hommes. Et c'est là où vraiment on leur fera confiance et que peut-être tout le monde va crier, regardez ce ministère, c'est un ministère qui est bien organisé. Et c'est là où peut-être on songera même à leur donner plus que les quotas qui sont là. Mais si les femmes ne sont pas vraiment à la hauteur, ne sont pas à la place qu'il faut vraiment, ne défendent pas leur position, peut-être même ces quotas, on va aussi peut-être, s'il y a une révision de la Constitution, peut-être qu'on va enlever tous ces quotas et peut-être les juger sur leur performance, sur leur implication, sur leur engagement, non pas qu'on leur donne des postes comme ça, mais qu'il faut vraiment les mériter et se battre pour ça, mais aussi quand même défendre le poste que l'on a. À tout à l'heure, vous parliez d'une preuve qu'elles doivent normalement apporter, elles doivent prouver. Mais elle peut manquer, mais aujourd'hui, elle manque l'occasion de prouver. Parce qu'il faut être dans une certaine place pour prouver. Quand même, aujourd'hui, on peut dire, par exemple, il y a beaucoup de sénateurs. J'ai vu que Nancy n'est pas d'accord avec ça. Non, il y a beaucoup de sénateurs, il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de conseillers à la présidence. Oui. Donc, ce sont des postes dans lesquels elles peuvent prouver qu'elles ont les capacités nécessaires, qu'elles ne sont pas là comme un cadeau qu'on leur a donné, mais qu'elles sont là parce qu'elles méritent ça. Donc, c'est à eux vraiment aujourd'hui de nous montrer que finalement, ces images que nous portons sur elles sont de fausses images, que finalement, la femme burundaise, c'est une femme qui est capable de faire mieux que l'homme. Mais c'est à elle de prouver. Parce qu'il y a des gens qui pensent que vraiment les 30% qu'on leur a donnés, que c'est peut-être beaucoup, parce que si elles devraient être compétitives sur la scène politique, peut-être qu'elles n'auraient pas. Maintenant, alors qu'elles ont ces postes-là qu'on leur a donnés, qu'on leur a accordés, il faut prouver pour qu'on puisse dire, voilà, elles méritent ça, peut-être elles méritent plus. Yeah. Nancy, pour prouver, je parlais tantôt, je disais qu'il faut avoir une occasion de prouver. Mais il y a d'autres obstacles peut-être qu'on n'a pas évoqués. Il y en a qui disent que la femme burundaise, elle est timide, elle a peur de parler en public, elle a peur de s'imposer, comme je le disais tantôt. Comment est-ce que la femme ferait en sorte qu'elle puisse vaincre la peur pour occuper la place qu'elle doit occuper? Bon, ça c'est inhérent, hein. Ce sont des caractères qui sont inhérents à la burundaise que nous sommes, mais c'est aussi une richesse. D'être timide. C'est pas tellement la timidité, c'est une approche aussi. C'est une approche. Et les gens nous envient aussi de ce trait de caractère. Les gens vous parlez des étrangers qui voient les Burundais, les Burundaises. Les Burundaises, vous êtes fines, vous avez une finesse. Parce que les Burundaises, on nous a appris à ne pas se précipiter, à ne pas parler à haute voix, à ne pas cette façon d'être. Cette façon d'être, on peut la capitaliser. Il y a des gens qui voient ça comme un obstacle, mais on peut aussi capitaliser ce trait de caractère. Je parlais tout à l'heure de l'humilité. Les hommes, vous avez aussi des traits de caractère et vous n'aimez pas qu'on vous crie dessus. Ça, je le sais en tant que femme, en tant qu'épouse, les hommes n'aiment pas qu'on les crie dessus. Mais les femmes n'aiment pas qu'on les crie dessus, là. Donc, si on a ce trait de caractère de douceur, d'humilité, ça nous aide aussi à faire comprendre nos priorités,
nos préoccupations, mais de façon systématique, sans se précipiter, mais de façon sûre. Parce qu'on peut se précipiter, amener un débat, parler beaucoup, se bagarrer, faire beaucoup de pression, mais à la fin, trouver que ça n'a pas porté des fruits. Mais cette approche à la burundaise que nous faisons, nous voyons qu'elle marche. Elle marche. Parce qu'elle nous permet de rester en communion avec nos traditions, parce que nous ne devons pas tout emprunter des traditions extérieures. Nous devons garder notre authenticité en tant que burundaise. Mais vaincre la peur, c'est aussi une formation. C'est aussi des contacts qu'on noue. C'est aussi des réseaux qui se forment. Des réseaux qui se forment entre femmes. C'est aussi des échanges d'expériences qui se forment entre femmes. Tout à l'heure, vous parliez de manque d'occasion de s'exprimer. Mais moi, je me dis que même à la base, sur la colline, les femmes ont des occasions de se rencontrer et de parler de ce qui les intéresse. Mais c'est entre femmes. Entre femmes. Entre femmes et hommes. D'abord, entre femmes. Elles peuvent se parler. Il y a beaucoup de cadres. À la colline, même pas ici dans les villes, même pas dans les hautes sphères. Ouais. Il y a des cadres même à la colline, même dans les confessions religieuses, dans les églises. Il y a des cadres où les gens se rencontrent. Et là, le leadership se trace là-bas. Et la prochaine fois, s'il y aura une réunion peut-être à la commune, on dira cette personne, elle sait parler, elle sait s'exprimer. Alors, on va l'accompagner. Elle va nous représenter à la commune. Peut-être de la commune à la province, de la province au national. C'est comme ça alors que les femmes arrivent à vaincre la peur et arrivent à savoir parler. Ça commence dans de petits groupes, dans de petits réseaux, avec l'échange d'expériences des uns des autres et l'apport qu'on a des autres qui se supportent mutuellement et qui s'encouragent. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre la peur et à vaincre aussi les regards discriminants. Parce qu'il y a des regards qui discriminent. Il y a des regards, il y a quelqu'un qui te regarde et te dit ouais, franchement, là, je ne sais pas où je peux me mettre. Mais à la fin, tu vois que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se faire écouter. Mais les femmes aussi, elles sont contentes lorsqu'on les regarde. Ce n'est pas nécessairement négatif. Ça dépend de quel regard. Ah, d'accord. D'accord. Là, alors, monsieur le professeur Siméon, nous tirons vers la fin de cette émission. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux femmes, vous en tant que politologue, vous observez la société, pour que la femme puisse avoir une place qui convient dans la société burundaise? Alors, moi je pense que c'est presque pour tous les groupes, qui peut-être minoritaires ou d'autres, que ce soit, on a parlé de la femme, mais on n'est pas entré dans les détails pour voir aussi, peut-être, par exemple, la femme handicapée, comment est-ce qu'elle oui. Ce sont des spécificités. Donc, il y a des spécificités. Donc, c'est vraiment d'une manière globale, la place, c'est à chaque groupe, c'est à chaque homme de se tracer sa place dans la société. Et donc, les femmes, la société burundaise sera ce qu'elle sera inclusive à la femme, si la femme est vraiment sans cette responsabilité pour changer la société. Il ne faut pas attendre que c'est l'homme qui va, que c'est l'homme qui va vraiment se tourner vers la femme pour dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour aller de l'avant. C'est à la femme elle-même de construire ce qu'elle veut devenir, de construire sa place et de l'imposer à cette société burundaise qui est encore vraiment très dominatrice. C'est vraiment l'homme qui est encore vraiment à la manette. C'est donc à la femme burundaise de se tracer son chemin, de penser à son avenir et de contribuer, de s'impliquer dans la construction de la place qu'elle veut avoir. Okay. Donc, si la femme veut être vraiment un pilier, que ce soit au niveau du développement, au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, c'est à la femme burundaise de se tailler cette place et de montrer qu'est-ce que les hommes veulent, quelle est la place que je vais avoir dans cette société. Et c'est vraiment de bien définir ce qu'elle veut devenir pour dire, voilà, moi, la femme burundaise doit avoir cette place.
Et pour que cette place lui soit accordée, lui soit donnée, elle doit avoir des propositions vraiment concrètes, elle doit agir, elle doit s'impliquer. Et par après, l'homme verra que finalement, elle est obligée de céder, de concéder, parce que tout simplement, on aura vu l'importance de la femme dans les initiatives, dans les projets, parce que ce sont des projets qui vont transformer la société. Donc, à ne pas attendre ce que l'homme va lui accorder, mais d'être vraiment l'initiateur de son propre développement, de son propre avenir. Madame Nancy, est-ce que vous avez un mot à adresser à toutes les femmes en tant que femme politique? Oui. Merci de cette opportunité. 30 secondes, ça pourrait suffire? Oui, okay, sans d'accord. problème, merci. Donc, aux femmes en général et aux femmes qui aspirent à la politique aussi, en tout cas, je leur conseille de mener le bon combat et de savoir réellement et comprendre ce qu'est réellement la journée du 8 mars. Ce n'est pas la fête des mères, ce n'est pas la Saint-Valentin. On n'accepte pas des fleurs. C'est une journée de nous évaluer le pas franchi en tant que femmes dans l'édification du pays. Et nous devons mener le bon combat en cherchant une autonomisation responsable et un épanouissement positif et authentique qui nous permet de garder notre culture burundaise et qui nous permet aussi d'éduquer nos enfants tout en gardant le bon côté de la culture burundaise. Merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que se termine notre émission Mosaïque. Nous étions avec deux invités. Finalement, le troisième invité n'est pas venu. Nous pensons qu'il y a eu effectivement des empêchements. Ça arrive. Nous remercions Madame Nancy Ninette Moutoni et les porte-paroles du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Merci d'avoir été avec nous, Madame Merci Nancy. aussi. Merci aussi, Monsieur Silver. Je remercie aussi le professeur Simero Barumwete, politologue. Il est enseignant à l'Université du Burundi. Merci d'avoir contribué à cette émission. Merci à vous aussi. Cette émission a été mise en onde par Aimé Toussaint Mitebouti et la prise d'image était assurée par Jean-Renaud Nyonkeza et Justicia Gracia Tuikeze. Au micro, c'était Silver Ntakarutimana. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis du début à la fin et tous ceux qui nous ont attrapés en route. Et nous remercions tous ceux qui aiment la radio Isanganiro et nous vous invitons pour la prochaine occasion. Bye bye.